Oubliez les gratte-ciel qui percent le ciel. Tandis que l'homme bâtit toujours plus haut, les véritables architectes de la nature œuvrent en silence, tout autour de nous, sous nos yeux. Ils créent des merveilles si complexes que même les ingénieurs les plus chevronnés ne peuvent rivaliser. Nous allons découvrir l'œuvre magistrale de créatures minuscules mais incroyablement habiles. Ils érigent des structures défiant à la fois la gravité et la logique, avec pour seuls outils leur bec et leurs plumes. Prêt à assister à quelque chose d'exceptionnel? C'est parti! N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Numéro 15. Les Tisserins-Baya. On dit que la nature n'a pas d'architecte, mais le Tisserin-Baya prouve le contraire. Pendant la mousson en Asie du Sud, les mâles se transforment en véritables ouvriers du bâtiment. Chacun choisit une branche épineuse en hauteur, au-dessus de l'eau, là où serpents et rats ne peuvent accéder. Commence alors le tissage, avec des lanières d'herbe ou de fibres de palmier longues de 20 à 60 cm. Un seul mâle réalise plus de 3000 boucles pour façonner une structure suspendue en forme de chaussette. Le nid démarre petit et atteint le stade casque après 8 jours. Vient ensuite la séduction. Le mâle chante et bat des ailes pour mettre en valeur sa maison inachevée. Si une femelle l'inspecte et l'approuve, il termine le long tunnel d'entrée. Sinon, il le détruit et recommence à zéro. Il peut répéter l'opération jusqu'à 20 fois en une saison. Certains nids pendent en colonies de 20 à 60 individus, tous orientés à l'opposé des vents de mousson du sud-ouest, formant de minuscules abris contre les tempêtes. Les mythes racontaient autrefois que les Tisserins-Baya fixaient des lucioles sur leurs nids pour les éclairer. Mais des chercheurs comme Sewell Quad et T. Anthony Davis ont révélé la véritable astuce. Les mâles ajoutent de l'argile ou du fumier pour renforcer la structure. Pas de lucioles, seulement du solide et du fonctionnel. Encore plus surprenant, les nids perchés plus haut, sur des branches fines, sont les plus sûrs et connaissent le plus grand succès. Numéro 14. L'Oropandola de Montezuma. Et juste quand on pense que les oiseaux ne peuvent pas faire plus spectaculaire, l'Oropandola de Montezuma arrive, tel un opéra suspendu cousu dans les arbres d'Amérique centrale. Chaque femelle tisse son propre nid à partir de lianes et de fibres, le suspendant à de frêles branches en hauteur, là où les prédateurs n'osent pas s'aventurer. Ces nids peuvent mesurer aussi peu que 60 cm ou jusqu'à 1,80 m. Leur forme en pochette agit comme un berceau coupe-vent, avec une chambre profonde protégeant les œufs des tempêtes et des intrus grimpeurs. Dans une colonie, on peut en compter une trentaine. Dans une autre, jusqu'à 172. Mais à l'intérieur de chaque nid, c'est une mission solitaire. La femelle pond 2 œufs sombres et tachetés, mais le plus souvent, un seul poussin survit. La nature est magnifique, elle est aussi impitoyable. Ici, légende et science se rejoignent. La tradition locale raconte que les Oropandola bâtissent à proximité de nids de frelons pour se protéger. Et c'est en grande partie vrai. Les guêpes chassent les vachers et autres parasites, tandis que la présence des Oropandola effraie les abeilles qui menacent les frelons. Une protection mutuelle, une alliance naturelle, invisible au premier regard. Et pendant que les femelles s'occupent de la construction, les mâles ne restent pas inactifs. Ils se balancent la tête en bas, exhibant leur longue queue jaune et lançant des appels bouillonnants à 500 Hz, comme un métronome vivant. Meredith Miles, biologiste, a décrit ces parades comme de véritables chorégraphies. Et tout cela, juste sous les nids qu'elle a patiemment tissés. Numéro 13. Le républicain social. Au cœur du Kalahari, le républicain social empile des brindilles comme un architecte dressant ses plans avec son bec. Mais il ne bâtit pas que pour lui. Il construit pour plusieurs générations. Leurs nids sont gigantesques. De véritables habitats communautaires. Ces structures peuvent dépasser 3 mètres de large et peser près d'1 tonne. Un seul nid peut abriter entre 10 et 500 oiseaux, avec de 5 à 100 chambres individuelles. Imaginez une énorme meule de foin, vivante, bruissante et perchée sur un arbre ou un poteau téléphonique. L'agencement est ingénieux. Des tunnels de 25 cm mènent à des chambres qui restent fraîches pendant les journées brûlantes et chaudes lors des nuits glaciales. À l'intérieur,
La température se maintient entre 21 et 24 degrés Celsius, alors qu'à l'extérieur, elle peut frôler le zéro. Les scientifiques ont mesuré ces données, confirmant que ces nids sont de véritables systèmes de régulation thermique naturelle, faits uniquement de brindilles et d'herbes. Et ce n'est pas tout, ces nids sont durables. Certains ont plus d'1 siècle. Ils se transmettent, se rénovent, se défendent. Et ils ne servent pas qu'aux républicains sociaux. Faucons pygmées, pinsons, vautours et lézards arboricoles y trouvent refuge. Même les serpents y circulent pour chercher des œufs, mais se heurtent à des fortifications de brindilles qui protègent les galeries. Dans la mythologie du Kalahari, on dit que ces nids brillent de vie comme des temples sacrés. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Architecture, survie, héritage. Mais si les brindilles et le travail d'équipe vous impressionnent, attendez de voir un oiseau qui bâtit, avec sa salive. Numéro 12. Les salanganes des grottes. La salangane des grottes est un constructeur si dévoué qu'il utilise sa salive comme ciment. Ces petits oiseaux vivent dans l'obscurité totale des grottes d'Asie du Sud-Est et des îles alentours. Pas d'herbe, pas de brindilles, pas de feuilles. Seulement des parois rocheuses verticales, un outil unique. Une salive épaisse, capable de fixer un nid comme de la colle. Il commence par choisir un emplacement sûr, haut sur le plafond d'une grotte. Puis, durant 35 jours, il façonne un petit nid en coupe d'environ 8 cm de diamètre, ajoutant fil après fil de salive durcie. Chaque nid pèse à peine 6 grammes, mais peut accueillir jusqu'à 2 œufs et 2 adultes. C'est l'efficacité et la solidité à l'état pur. Certaines grottes immenses, comme Gmanong à Bornéo, abritent des milliers de ces nids, accrochés à la pierre comme des pétales blanches. Et depuis le XIVe siècle, les hommes grimpent sur des échafaudages en bambou pour les récolter et préparer la soupe de nid d'oiseaux. On lui attribuait autrefois des vertus de jeunesse, de vitalité et de force. Un mythe prétend que les nids rouges seraient encore plus puissants. Mais en réalité, leur teinte vient de l'acide du guane, non d'une magie cachée. Il existe toutefois une vraie râleur. La salive de salangane contient de rares glycoprotéines et minéraux, formant un bioadhésif naturel que la science peine encore à imiter. Mais cette convoitise a bien failli les faire disparaître. La surexploitation a mené l'espèce au bord de l'extinction, surtout dans les îles Andaman. Puis, il y a eu un tournant. Dans les grottes protégées, entre 2000 et 2008, la population a augmenté de 39%. Voilà ce qui se produit quand on cesse de prélever et qu'on commence à préserver. Et puisqu'on parle de construction insolite, voici un oiseau qui bâtit, à même le sol. Numéro 11. La paruline couronnée. La paruline couronnée ne niche ni dans les airs, ni sur les falaises, ni dans les grottes. Elle creuse directement dans le sol, de façon discrète, abritée et chaleureuse. Et pourtant, ce petit oiseau terrestre parvient à concevoir une structure aussi ingénieuse et stratégique que bien des nids perchés. Dans les forêts épaisses d'Amérique du Nord, la femelle dégage une clairière dans les feuilles mortes, puis tresse herbes, brindilles, poils d'animaux et fines écorces. Elle construit ainsi un abri en forme de dôme, rappelant un petit four hollandais, d'où son nom anglais, Ovenbird. Il lui faut environ 5 jours pour achever cette voûte de 13 cm de haut sur 23 cm de large. À l'intérieur, une coupe douillette juste assez grande pour ses œufs tachetés. L'astuce réside dans l'entrée, dissimulée sur le côté et généralement orientée vers le bas de la pente. Cette disposition, associée au camouflage du sous-bois, empêche serpents et tamias de repérer le nid d'en haut. Si un prédateur s'approche, la mère exécute l'un des leurres les plus efficaces du règne animal. Elle feinte une blessure pour attirer le danger loin de ses petits. Elle pond de 3 à 6 œufs, souvent 4 ou 5. Après 11 à 14 jours d'incubation, les oisillons éclosent. Ils quittent le nid une semaine plus tard, mais restent sous la garde maternelle pendant près d'1 mois. Ce nid est bien plus qu'un abri. C'est une œuvre unique par sa courbe, son inclinaison et ses matériaux. On dit qu'aucun nid de paruline couronnée n'est identique à un autre. Même les poètes l'ont célébré. Robert Frost lui a consacré un poème en 1916, vantant son chant et son art. Et dans certains villages argentins, on pense que détruire un de ces nids provoque la sécheresse. On les considère donc comme des porte-bonheur, et parfois, on bâtit des maisons à proximité.
Mais du sol forestier, nous repartons vers le ciel, là où l'architecture devient collective et où la boue est l'outil principal. Numéro 10. Les hirondelles des falaises. L'hirondelle des falaises est l'un des plus brillants architectes communautaires. Jamais elle ne construit seule. Elle mobilise tout le voisinage. Jusqu'à 1200 boulettes de boue, chacune transportée dans son bec depuis les berges et les flaques, sont nécessaires pour façonner une gourde à verser, une capsule suspendue en argile dotée d'un long tunnel étroit. Chaque nid achevé mesure environ 20 cm de large et 10 cm de haut, avec des parois épaisses qui isolent de la chaleur et protègent des prédateurs. Mais surtout, ces nids ne sont jamais isolés. Sous les ponts, sur les falaises ou sous les viaducs, les hirondelles forment de véritables cités suspendues. Certaines colonies comptent des centaines, parfois jusqu'à 6000 nids côte à côte. Mâles et femelles travaillent ensemble, couvent ensemble et défendent leur nid comme un duo soudé. À l'intérieur, ils garnissent la coupe de plumes et d'herbes, puis pondent de 3 à 4 œufs, parfois un seul ou jusqu'à 6. Les deux parents nourrissent les petits, qui s'envolent au bout d'environ 3 semaines. Mais toutes les hirondelles ne sont pas loyales. Certaines femelles glissent discrètement leurs œufs dans le nid des autres, une ruse connue sous le nom de parasitisme de couvée. On croyait autrefois que ces boules de boue se désagrégeaient sous la pluie. C'est faux. Leur conception précise et équilibrée leur confère la résistance de petites forteresses. Une étude a même démontré que leur centre de gravité est idéalement placé, leur permettant de tenir face aux intempéries. C'est une forme naturelle d'impression 3D. Passons maintenant au sanctuaire marécageux de la cigogne-bois, une géante qui transforme les branches en palais aériens. Numéro 9. La cigogne-bois. Mesurant plus de 90 cm, elle construit des plateformes pouvant atteindre 1,50 m de diamètre, perchées haut dans les arbres, au-dessus de l'eau. Les deux parents rassemblent branches et feuilles à vive allure, achevant la structure en 2 ou 3 jours. Ils tapissent ensuite le fond de feuilles vertes, scellées avec leur propre guano pour plus de solidité. Dans ces colonies appelées rookeries, des dizaines de nids s'élèvent en sécurité, au-dessus d'eau stagnante profonde de 90 cm à 1,50 m, dissuadant ainsi les ratons laveurs. Chaque couple pond de 2 à 5 œufs et les petits éclosent après environ 30 jours. Minuscules à la naissance, ne pesant que 57 grammes, ils grandissent vite grâce à des soins constants pendant 50 à 60 jours. Le folklore confondait autrefois la cigogne-bois avec la cigogne blanche, prétendant qu'elles apportaient les bébés. En réalité, ces oiseaux livrent du poisson, qu'ils capturent en refermant leur bec plus vite qu'un clignement d'œil. Numéro 8. La rémise penduline. Longue de quelques centimètres seulement, elle tisse un nid si sophistiqué qu'on le compare à un manoir suspendu doté d'une trappe. Avec des fibres douces, de la laine et de la soie d'araignée, le mâle façonne une pochette en forme de poire, suspendue à une branche. L'intérieur recèle une entrée factice qui ne mène nulle part, tandis que la véritable ouverture est dissimulée derrière un rabat de soie. Un chef-d'œuvre de ruse, de protection et de confort, parfois doté de 2 chambres, l'une leur, l'autre véritable. Le nid, haut d'environ 20 cm, peut accueillir jusqu'à 9 œufs. Les nids les plus épais retiennent mieux la chaleur, et les études montrent que les femelles privilégient les mâles les plus talentueux. La construction prend environ 1 semaine, et une fois la couvée envolée, le nid n'est jamais réutilisé. Cependant, les oiseaux reviennent souvent au même site chaque année. Les humains ont tellement admiré ces nids qu'ils s'en sont parfois servis comme chaussons ou pochettes. Passons maintenant à un bâtisseur bien plus coloré, les pattes dans l'eau et la tête dans la boue. Eh oui! Numéro 7. Le flamant rose. En matière de boue, nul ne rivalise avec le flamant rose. Ces élégants échassiers sculptent à deux un cône de boue humide de 45 cm de haut et autant de large à la base, creusé au sommet pour accueillir un unique œuf imposant. Cette hauteur protège l'œuf des crues soudaines et le garde au frais grâce à l'évaporation de l'humidité. C'est une climatisation naturelle. Dans les colonies denses, appelées flamboyants, les nids sont espacés de moins d'1 mètre, formant une grille serrée de tours de boue. Après l'éclosion, le poussin reste sur le nid 1 semaine avant de rejoindre une crèche,
pendant que les parents l'alimentent avec un lait de jabot riche en graisse et en protéines. Un mythe affirme que les Flamands utilisent brindilles ou métal pour bâtir. Faux, tout est façonné en boue, avec instinct et précision. Mais si cela vous semble déjà remarquable, attendez de voir un oiseau capable d'être à la fois bâtisseur et démolisseur. Numéro 6. Les pics verts. Véritables experts en excavation, ils creusent profondément dans les troncs grâce à un bec puissant et un crâne renforcé. Une ouverture de quelques centimètres mène à une chambre creuse, pouvant atteindre 24 cm de profondeur. Ils choisissent des arbres au cœur de bois décomposé, mais à l'écorce solide, faciles à creuser et résistants aux intempéries. La construction peut durer de 2 semaines à 3 ans selon l'espèce. Le pic vert, à tête rouge par exemple, travaille plusieurs saisons dans les pins vivants. À l'intérieur, il pond de 3 à 6 œufs blancs, déposés sur un lit de copeaux issu de son propre travail. Pas de brindilles, pas d'herbe, seulement le bois taillé par son bec. Et contrairement au mythe, il ne détruit pas l'arbre. Il crée un abri qui servira ensuite à des chouettes, chauves-souris, insectes ou autres oiseaux. Les scientifiques parlent de réseaux de nids dont les pics verts sont les ingénieurs. Leur anatomie a même inspiré des inventions humaines, comme les amortisseurs de caméra ou les mousses de casque. Et du bois. Passons au tissage. Voici un maître bâtisseur masqué. Numéro 5. Le tisserin masqué du Sud. Ce petit oiseau ne construit pas seulement pour nicher, mais aussi pour séduire. De septembre à janvier, le mâle peut réaliser jusqu'à 25 nids par saison, chacun en 5 jours environ. Tout commence par un geste audacieux. Fixer une seule lame d'herbe à une branche solide. De là, il tisse patiemment une œuvre d'architecture suspendue. Le nid, en forme de dôme ovale de 20 à 25 cm de large, est confectionné avec des roseaux, des feuilles de palmier ou de longues herbes. L'entrée, toujours orientée vers le bas, comporte parfois un petit tunnel pour décourager les prédateurs comme les singes ou les serpents. Le tout oscille au vent, mais reste parfaitement solide et imperméable. Une fois le nid terminé, le mâle parade. Battement d'ailes, chant et démonstration. Si la femelle est conquise, elle s'y installe et le garnit de plumes et d'herbes douces. Sinon, il le détruit et recommence ailleurs. La couleur particulière des œufs permet à la femelle de repérer facilement ceux des parasites, comme le coucou drongo. Des recherches de l'Université d'Édimbourg ont montré que les mâles perfectionnent leur technique au fil du temps, resserrant les mailles et réduisant le gaspillage de matériaux. Mais si le tisserin incarne la finesse, l'oiseau suivant joue dans la catégorie géante. Numéro 4. Le bec en sabot. Ce colosse ne bâtit pas un simple nid, il érige une forteresse. Jusqu'à 8000 brindilles, roseaux, herbes, boue et parfois même plastique ou tissu sont assemblés. Le résultat, un dôme géant pouvant mesurer 2 mètres de large et de haut, pour un poids compris entre 25 et 50 kg. Tout commence par une plateforme, puis viennent les murs, le toit, et enfin un tunnel d'environ 13 cm, menant à une chambre intérieure tapissée de boue, large de 50 cm. La construction dure environ 6 semaines, avec jusqu'à 60 allers-retours par heure lors des phases les plus intenses. Ces structures, solides au point qu'un adulte pourrait s'y asseoir, servent aussi à d'autres espèces, hibous, cresserelles, canards, serpents, écureuils. C'est pourquoi on le surnomme « ingénieur de l'écosystème ». En Afrique de l'Est, il est dit qu'il porte malheur de déranger un nid de bec en sabot. Les légendes parlent de foudre ou de maladie, et qu'on y croit ou non, elles protègent efficacement ces ouvrages. Numéro 3. Le guêpier d'Europe. Avec un plumage éclatant et des habitudes uniques, cet oiseau est un spécialiste du creusement. Pas de brindilles ni de feuilles, il creuse directement la paroi des falaises, les berges sablonneuses ou les talus meubles, parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur. Un couple met environ 20 jours à forer un tunnel, se terminant par une chambre arrondie, hors d'atteinte des prédateurs. En début d'été, des centaines, voire des milliers, de ces tunnels apparaissent sur une même portion de terrain. Une étude sur 30 ans a recensé plus de 1500 nids sur une seule falaise,
dont près de 90% dans un sol sableux tendre. À l'intérieur, 5 à 8 œufs blancs sont pondus, incubés et protégés par les deux parents. Parfois, d'autres membres de la famille reviennent aider. Frères aînés ou parents apportent nourriture et renfort, un comportement rare chez les oiseaux. Contrairement à une idée reçue, ils n'attaquent pas les ruches domestiques. Ils chassent surtout abeilles sauvages, guêpes et frelons, y compris le frelon asiatique à pattes jaunes, observé en 2023. Numéro 2. Le grèbe huppé. Véritable maître de l'architecture aquatique, il bâtit non pas en hauteur, mais sur l'eau. Il tisse une plateforme flottante de roseaux, brindilles et plantes aquatiques, ancrées à la végétation immergée. Cette base, stable mais mobile, suit les mouvements des vagues tout en restant solidement fixée. La construction peut ne prendre que quelques heures si les conditions sont favorables. Les deux parents forment ensemble une assise capable de porter 3 ou 4 œufs. D'abord blancs, ces œufs se tachent vite de brun à cause des matériaux humides. L'incubation dure de 27 à 29 jours, chaque parent prenant des tours de 2 heures environ. À l'éclosion, les poussins rayés, surnommés humoug, savent nager mais passent la première semaine sur le dos de leurs parents. C'est chaleur, protection et lien familial réunis. Contrairement au mythe, les grèbes ne transportent pas leurs œufs jusqu'au rivage. Toute leur reproduction repose sur la flottabilité du nid. Au XIXe siècle, leurs plumes ornementales ont failli causer leur disparition, la chasse intensive réduisant leur population au Royaume-Uni à seulement 42 couples nicheurs. Grâce à des associations comme la RSPB, l'espèce a repris ses droits. Aujourd'hui, le grèbe glisse à nouveau sur les eaux, ses nids flottant en toute sécurité. Et dans les hauteurs, là où les branches épaisses se balancent au vent, attend le dernier bâtisseur. Numéro 1. Le pigargue à tête blanche. Si la nature devait attribuer un brevet pour la grandeur, le pigargue à tête blanche en serait l'heureux détenteur. Ces rapaces majestueux érigent des nids qui tiennent plus du monument que de l'abri. Leur construction, superposée et extensible, repousse les limites de l'architecture aviaire. Un nid classique mesure déjà environ 1,4 m de large pour 1,20 m de profondeur. Mais la vraie prouesse réside dans leur fidélité. Chaque année, le couple revient y ajouter branches, mousses, herbes, voire varech. Au fil des décennies, ces nids atteignent parfois 2,70 m de large, 6 mètres de profondeur et près de 3 tonnes. Un nid construit en Floride entre les années 1950 et 1963 détient toujours le record mondial. Les pigargues choisissent des arbres imposants hauts de 18 à 60 mètres, toujours proches de lacs ou de rivières riches en poissons. La forme rappelle celle d'un verre à vin renversé. Parois épaisses et profondes, intérieur doux et arrondi, véritable écrin pour les œufs. Des études, comme celle menée sur le Haut-Mississippi entre 1990 et 2012, montrent qu'ils privilégient la solidité des branches et la proximité de l'eau. Ils peuvent rester fidèles au même site pendant plus d'un demi-siècle. Un mythe veut que Benjamin Franklin les ait qualifiés de paresseux. Mais face à l'ampleur et à la robustesse de leur nid, cette idée perd toute crédibilité. Et voilà, c'étaient les nids les plus impressionnants du monde. Lequel vous a le plus surpris? Dites-le en commentaire et à bientôt pour une nouvelle aventure.